Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Marie-Lou Bourassa. Et Marie-Lou, on discutait pendant la pause musicale, justement, des tabous liés, justement, au deuil périnatal, au choix. Dans ton cas, à toi, vous avez dû faire le choix, justement, d'arrêter la grossesse. Oui, je faisais une blague tout à l'heure sur le fait que mon conjoint ne lise pas mon roman était pratiquement un sujet tabou. À la blague, bien sûr, parce que quand on parle de deuil périnatal, déjà, c'est un sujet qui rend extrêmement mal à l'aise les gens, souvent par méconnaissance des informations. Mais il y a aussi le volet d'une prise de décision. Donc, le sujet du livre traite entre autres de l'IMG, l'interruption médicale de grossesse. Et ça, c'est un sujet qui dérange aussi. Souvent, on voudrait faire tout pour qu'un enfant survive. Et dans le fond, une partie du sujet du livre, c'est un petit peu ce questionnement-là de dire, jusqu'où, à un moment donné, on met les efforts, on s'investit. Qu'est-ce qui devient de l'acharnement thérapeutique par rapport à ce qu'on nous décrit de l'état de santé d'un enfant? Oui, ça fait vraiment beaucoup réfléchir, ce livre-là. Et ce que je trouvais intéressant aussi, là, on en parle, ça a peut-être l'air un peu noir, dark, mais tu as pris la peine de mettre un peu d'humour dans ton roman. J'ai voulu parce que si on décide, parce qu'on vit quelque chose de difficile, de s'enfermer dans le garde-robe, de repousser l'aide que les gens, que nos proches nous proposent, c'est pas quelque chose qui nous fait choisir la vie en quelque part. Donc, même si dans l'histoire, il y a un petit peu ce contraste-là d'un personnage qui décide pour le bien de l'enfant d'interrompre sa grossesse, elle en choisit pas moins la vie de vouloir continuer justement à être heureuse, à croire en une famille, à ne pas se couper de ses ressources et en quelque part d'aller de l'avant. Et croire en une famille, tu as eu une petite fille qui est ici, qui t'accompagne? Oui, j'ai cette chance-là, en fin de compte, d'avoir voulu, au moment où j'écrivais le livre, penser que c'était pas la fin de ma famille. Et au quotidien, vous n'avez pas maman plus heureuse et comblée que je puisse l'être. Et je serais curieuse, Marie-Lou, de savoir comment tes élèves ont reçu ton livre. Parce que tes élèves ont dû vivre un peu avec toi le deuil, l'annonce du fait que tu avais perdu ton premier enfant. Et là, de voir que l'histoire est racontée dans un livre, tes élèves devaient être touchés. J'ai pas eu le feedback complet de mes élèves puisque j'étais en congé de maternité, donc j'ai manqué la dernière année scolaire. Par contre, par un jeu du hasard, je vais rattraper ces élèves-là en 5e secondaire avec l'année qui débute. Mais en quelque part, on parle d'enfants qui apprennent le décès d'un autre enfant. Donc, oui, il y a une sympathie, une empathie qui est très, très grande chez les élèves qui ont suivi mon parcours et qui m'a énormément touchée aussi. On va aller en musique et on revient dans les prochains instants. Linda Lemay, pas de mots. Quand on perd ses parents, on s'appelle orphelin. Quand on perd son épouse, alors on s'appelle veuve. Quand on perd sa jeunesse, bien entendu, c'est vieux que l'on devient. Mais quand on perd son gamin, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de nom pour décrire le père. Celui qui porte son garçon au cimetière. Jamais un seul poète, un seul pasteur, jamais un seul auteur n'a eu assez de lettres pour tant de douleur. Quand on perd la raison, bien sûr on s'appelle fou. Et puis on s'appelle pauvre à perdre trop de sous. Quand on perd la mémoire, tout de suite on est qualifié d'amnésique. Mais il y a des choses qu'aucun mot n'explique. On aura beau fouiller les plus vieux dictionnaires, posséder le plus vaste des vocabulaires, décortiquer Baudelaire jusque sous terre, jusqu'à son dernier vers. Il n'y a pas de mots, pas de manière d'appeler le parent d'un enfant qui n'est plus. Il n'y a pas de mots pour ça qui soit connu.
perd ses parents, on s'appelle orphelin. Quand on perd son mari, alors on s'appelle veuve. Quand on perd son petit, c'est évident, il n'y a pas de mots. Pourtant, il y en a des mots qui nous émeuvent. Mais là, il n'y en a aucun, il n'y a vraiment rien à dire. On ne sait même plus trop si on a le droit de vivre. Mais bon, on vit quand même, on vit tout simplement pour ne pas crever. On rit pour ne pas pleurer, des flots sans rive. Oui, on vit parce que lui, il ne pourra plus le faire. On vit parce qu'on se dit que sans doute, il en serait fier. Quand on sauve un enfant, on s'appelle héros. Mais quand on en perd un, y a pas de mots. Linda Lemay, pas de mots. Et Marie-Lou, justement, il n'y a pas vraiment de mots pour les parents qui perdent un enfant de cette façon-là, dans le fond, un jeune enfant. Et tu as inventé un mot dans ton roman, un parange. Oui. Parange, si on lit la définition du mot parange, néologisme sous forme de mot valise, construction du latin combinant le verbe parere, engendrer, et le nom angélus, ange. J'ai essayé de le faire un peu poétique. Le fait de nommer un enfant, c'est souvent la reconnaissance qu'il existe. Et il y a beaucoup de parents qui vont attendre souvent cette étape-là à 24 semaines de grossesse avant de nommer l'enfant par prudence, parce qu'on se dit, aux deuxième échographie, c'est souvent à ce moment-là qu'on va dépister des problèmes de santé qui peuvent être majeurs. Donc, ça a été mon cas, entre autres, d'avoir cette prudence-là, de dire, je nommerai pas mon enfant tant que j'aurai pas le feu vert des médecins. Une fois qu'on nomme, on reconnaît l'existence. Dans cette histoire-là, avec le personnage de Chloé dans Pas peur du noir, ça m'a semblé important, étant donné que je donnais une voix justement à une réalité dont on parlait peu, de finalement nommer les gens qui la vivaient avec le mot parange. Et aussi, dans ce cas-là, dans un deuil périnatal, aussi, c'est le deuil de tous les rêves qu'on avait fait pour cet enfant-là qu'on doit mettre de côté aussi. Oui, il y a des spécialistes qui appellent ça le deuil de l'avenir, au sens où il y a la question des fois qui se pose de dire est-ce que perdre un enfant avant sa naissance c'est plus cruel ou plus difficile à vivre que perdre un enfant qu'on a connu. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir cette compétition-là entre les deux. Non, je pense pas moi non plus. Ces deux types de douleurs qui se rejoignent en quelque part dans le fait que c'est un manque et dans les deux cas, on avait justement projeté de vivre un présent avec cet enfant-là. Est-ce que ça a été difficile de trouver une maison d'édition qui voulait publier Pas peur du noir? Ça a très bien été pour moi. Dans mes rêves les plus fous, j'espérais que Libre Expression soit intéressée et ça a été le cas. J'avais connu cette maison d'édition-là à travers l'accompagnement du travail qu'il avait fait avec Kim Thuy, Rue, son premier roman où justement la structure narrative était atypique. Et avec Pas peur du noir, je présentais quelque chose aussi un peu différent où on découvre l'histoire de Chloé de chapitre en chapitre selon une thématique et une rencontre qu'elle fait au hasard avec un inconnu. Et donc, je me disais, quelle maison d'édition pourrait être intéressée à publier quelque chose de différent? Et Libre Expression m'a donné une réponse favorable en 3 semaines, alors j'étais folle de joie. Et ton livre, en ce moment, les droits sont disponibles du côté de la Foire de Londres pour être distribué ailleurs dans le monde? Oui, j'attends des nouvelles de ce côté-là. Autant, parfois, on peut penser que le milieu du deuil périnatal est un petit lectorat, autant je vois dans cette histoire-là quelque chose d'universel, donc ce qui est vécu au Québec, au Canada, même si tout est très réglementé quand on parle d'interruption médicale de grossesse, on peut très bien penser que dans d'autres pays, la situation se vit, même si elle se fait avec certaines différences tout de même. Et ce qui arrive assez souvent, parce que je disais sur Internet qu'il y a à peu près 500 chaque année de grossesses qui ne se rendent pas à terme. Il y en a sans doute un peu plus. Sans doute que l'information que tu as trouvée, c'était les grossesses de 3e trimestre.
Donc, on parle plus d'une grossesse sur 4 qui n'est pas complétée, mais on inclut là-dedans les fausses couches qui sont davantage... dans les 16 premières semaines. C'est ça, un cas de premier trimestre qu'on voit plus souvent, oui. Ben merci Marie-Lou, on se reparle dans les prochains instants avec ton coup de cœur Annabelle de Kathleen Winter.